Bonjour à tous et à tous, bienvenue. Je suis vraiment très heureuse d'être présente aujourd'hui pour vous parler d'accessibilité du web au travers du design, no code, comment tendre vers davantage d'inclusion. Alors je m'appelle Marjorie, j'ai commencé à travailler en tant que conseillère nationale en prévention des risques professionnels pour le secteur agricole. J'ai fait ce métier durant 6 années, pendant lesquelles j'ai également effectué des missions de product owner. Et j'ai également travaillé sur les questions de maintien et d'accès à l'emploi, que ce soit après un accident, une maladie qui peut être temporaire ou permanente, mais également d'origine professionnelle ou privée. Il y a un petit peu moins de 2 ans maintenant, j'ai fait le choix de me reconvertir vers un métier qui m'attirait, qui me faisait rêver, et je suis devenue développeuse web dans l'équipe de Comet. Et du coup, naturellement, les questions d'accessibilité du web m'ont très intéressée. Alors Comet, pour vous en dire quelques mots, c'est une entreprise qui propose d'organiser des séminaires et des événements d'entreprise dans des lieux qui sont colorés et originaux, comme vous pouvez le voir ici en photo. Alors on est 180 chez Comet, mais côté tech, on est une toute petite équipe, puisqu'on est 9, ça comprend la partie produit, mais également data, et on est 6 développeurs et développeuses. Alors pour commencer ce talk, j'avais envie de vous faire vivre une expérience. Je vais vous faire écouter un audio d'un lecteur d'écran et je vais vous demander de vous imaginer ce à quoi pourrait ressembler la page web décrite. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Vous êtes actuellement sur Élément Texte. Cet hiver, choisissez de vous évader. Nous nous occupons de tout. Nos destinations coup de cœur symbole de carte cœur rouge. Grande roue image, Londres. Ville de nuit image, Matra. Avion sur tarmac image, Reykjavik. Bouton, découvrir toutes nos destinations. Où nous rencontrer. Rennes, 35. Aix-en-Provence, 13. Paris 5e, 75 005. Évasion et voie SARL. Chemin des Murs, 13 090 Aix-en-Provence. Contact @évasion.com. Symbole tout droit réservé 2023 Évasion SARL. Et voici maintenant la page web qui vient de vous être décrite. Alors, qui parmi vous a été un petit peu déboussolé par l'expérience ou se dit, tiens, là finalement, entre ce que je m'étais imaginé et ce que je vois, il y a un décalage. S'il vous plaît, levez la main. Oui, on est beaucoup. Et pourtant, en fait, les lecteurs d'écran, c'est parfois pour certaines personnes le seul outil pour accéder au web, ou ça peut être un outil temporaire. Alors le handicap en France, c'est la même chose au niveau mondial, c'est une personne sur 5 à une personne sur 6, c'est soit 15 à 20% de la population. Alors c'est une estimation tout simplement parce que derrière le mot handicap, déjà il y a une grande diversité de situations, ça peut être temporaire ou permanent et on retrouve du coup en général les grandes familles, par exemple le handicap moteur, mais également auditif, mental, cognitif, les maladies invalidantes. Et derrière ces familles qui sont finalement très génériques, ça dit très peu de toute la diversité de situations qu'on peut trouver. Alors il faut savoir que 80% de handicaps ils sont non visibles, mais le handicap c'est surtout quelque chose qui est encore très invisibilisé dans nos sociétés. Pourtant, quand on parle d'accessibilité du web, il est important de comprendre ce qu'on entend derrière. Donc l'accessibilité du web, c'est pouvoir accéder, mais également participer et créer. C'est-à-dire que lorsque je vais sur un site, je dois pouvoir compléter un formulaire, mais également poster un commentaire. C'est vraiment ces 3 éléments-là. Il faut savoir que l'accessibilité du web, ça a été reconnu comme un droit humain par les Nations Unies. Et pourtant, une étude qui a été menée en 2022 par la Web Accessibility Initiative a pointé que sur 96,8% des homepages qui étaient testés, eh bien, au moins une erreur était détectée parmi un certain nombre de critères automatisables. Alors là, je vous parle de critères, vous vous dites peut-être, mais de quoi parle-t-on? Eh bien, comme l'accessibilité, c'est un sujet qui est assez vaste, le World Consortium, ou W3C, a mis en place ce qu'on appelle les Web Content Accessibility Guidelines, ou plus connu sous l'acronyme de WCAG. La déclinaison française, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Alors, certains vont dire RGAA, d'autres RG2A, vous pouvez entendre les deux. Mais derrière, en fait, on retrouve un ensemble de critères. Si on prend l'exemple du RG2A, vous avez 106 critères qui sont classés en 13 grandes thématiques. Par exemple, les couleurs, mais également les liens ou les scripts. Et pour chaque critère, on va avoir une section dédiée dans laquelle on va avoir un contexte, mais également les exigences qui vont être décrites.
Et on va avoir aussi tous les liens vers les ressources que vous pouvez trouver à la fois au niveau français, européen et international, par exemple les ressources du Wiki. Et maintenant, vous vous dites peut-être, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est de mon projet, comment je me situe. Alors, la première point dont je voulais vous partager, ce sont les outils qui testent de manière automatisée des critères. Donc, vous avez par exemple les outils navigateurs. Ici, je vous ai mis une capture d'écran sur Google Chrome. Donc, c'est dans la partie Lighthouse que vous pouvez du coup faire un test d'accessibilité. Sur Firefox, vous avez le pendant, bien évidemment, dans l'onglet accessibilité. Et l'idée, ça va être derrière, vous allez obtenir un score entre 0 et 100 généralement, et vous allez avoir des points d'attention. Vous avez également des sites et des services comme le site web ou le site du W3C, où vous pouvez trouver des outils sur lesquels vous mettez votre URL, et du coup, sur le même principe, ça va vous amener à un scoring. Il existe également des librairies texte comme Hackscore. Et en fait, si vous regardez les descriptions de la librairie de test Hackscore, vous allez voir qu'ils vous promettent un taux de détection des problèmes autour de 57%. Et l'autre point qui est important, c'est que pour les outils du navigateur ou les services, finalement, vous n'avez pas à avoir de contexte dans lequel on a détecté vos erreurs. Il ne va pas y avoir non plus de contexte sur la criticité. C'est-à-dire qu'un bouton qui soit tertiaire ou l'action primaire, à partir du moment où il va y avoir une erreur, ça va être compté de la même façon. Et là, on se rend compte finalement que ce n'est pas complètement satisfaisant, on aimerait pouvoir aller plus loin. Alors l'idéal, quand on parle d'accessibilité, c'est de l'intégrer dès le début des projets. Au commencement, il n'est jamais trop tôt finalement pour intégrer l'accessibilité du web dans nos projets. Tout simplement parce que ça va revenir toujours moins cher de l'intégrer dès le début et on va toujours être bien plus pertinent si le projet est construit en l'intégrant que si on le rajoute a posteriori. Alors, lorsqu'on commence un projet, on a toujours une phase de discovery et je voulais vous rappeler la citation d'Erika Hall dans Just Enough Research qui rappelle que comprendre, découvrir comment les personnes agissent et pourquoi, ça ouvre toujours la porte vers beaucoup de solutions qui vont être beaucoup plus innovantes, beaucoup plus appropriées en termes de design. Mais pour ma part, j'aimerais le généraliser à la discovery en général. Et ça va du coup être bien plus pertinent que si on se base uniquement sur des ressentis ou des analytiques qu'on peut déjà avoir. L'idée, c'est vraiment de creuser les besoins. Alors en termes d'accessibilité, l'idéal, c'est d'avoir la plus grande diversité de profils. Au plus on va avoir de feedback, au plus on va comprendre les besoins qui vont être spécifiques, et au plus, du coup, on va pouvoir construire des interfaces qui sont plus inclusives. Mais Sean Henry nous met en garde contre l'écueil de généraliser finalement un ou plusieurs feedbacks. En effet, quand on parle d'accessibilité du web, on peut avoir tendance à dire bon, voilà, j'ai questionné 2, 3, 4 personnes, peu importe, j'ai une vue assez exhaustive, on va partir là-dessus. Il faut vraiment faire attention à ça parce que du coup, on risque de tomber dans l'écueil, de généraliser et du coup de passer à côté de besoins qui ne vont pas être identifiés. Donc finalement, au plus vous avez de feedback, au plus vous avez de diversité, au mieux ce sera. Alors pour construire des designs qui vont être plus inclusifs, il faut avoir en tête que ce soit facile à voir, à entendre, à interagir avec et à comprendre. C'est-à-dire qu'il faut donner la possibilité à l'utilisateur d'aller à son rythme. Si je prends l'exemple d'un carrousel, on doit lui permettre de pouvoir faire défiler les images comme il l'entend pour du coup s'adapter à ses besoins, à son contexte. Alors, un outil dont je voulais vous parler pour avoir de la cohérence entre vos différentes pages de site, mais également entre vos applications, si vous en avez plusieurs, c'est le Design System. Alors, le Design System, c'est une librairie de composants, mais pas seulement. C'est bien plus que ça. Vous allez pouvoir intégrer du coup les critères qui sont spécifiques à votre entreprise, mais également, je vous le recommande chaudement, intégrer les critères d'accessibilité. Et donc, dans votre librairie de composants, vous allez par exemple retrouver un bouton avec toutes ses déclinaisons, c'est-à-dire son état de loading, mais également ses différentes variantes, ou encore son état quand il est disable. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir de l'homogénéité, notamment pour les retours en cas d'erreur. Je vous ai mis l'exemple d'un input ici. Le fait de l'avoir dans le design system, quand on va venir piocher dedans,
on est certain que vous allez avoir le même retour utilisateur sur tous vos inputs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pardon, excusez-moi. Alors le design system, pour le co-construire, je vous recommande les outils Storybook et Figma qu'on utilise dans mon équipe et qui sont vraiment intéressants. Dans Storybook, vous avez un add-on pour l'accessibilité et dans Figma, c'est un plugin. Du coup, ça va venir vous aider à l'intégrer. Excusez-moi. Le rhume, c'est pas terrible. Alors, pardon. Alors, pour qu'il y ait avoir de la lisibilité sur nos pages, on va devoir du coup savoir si deux couleurs sont compatibles. Et donc, pour avoir cette information-là, on va se baser sur le ratio de contraste. Donc, le ratio de contraste, c'est la valeur de la luminance, donc l'intensité de couleur émise par la couleur du texte, qui va être retranchée sur la valeur en arrière-plan. Excusez-moi. Vous allez obtenir une valeur qui est comprise entre 1 et 21. Et plus on va tendre vers 21, plus on va avoir un ratio de contraste qui est dit élevé. Alors maintenant qu'on a dit ça, un même jeu de couleurs peuvent avoir des rendus totalement différents. Par exemple, ici, nos destinations coup de cœur, vous le voyez assez bien, je pense. Mais en haut, à gauche, il y avait du texte avec également les couleurs blanches et vertes. Et peut-être que la présence de ce texte a échappé à certains d'entre vous. C'est la raison pour laquelle, quand on est dans les WCAG, quand on lit les critères du WCAG, on a toujours un ratio de contraste qui va être contextualisé en fonction de la taille du texte. C'est-à-dire que si le texte est petit, inférieur à 24 pixels ou 19 pixels si c'est en gras, on va avoir un ratio de contraste de 4,5 qui va être conseillé. C'est un ratio minimal. Et pour les textes qui sont grands, excusez-moi, je suis désolée, vous allez avoir un ratio de contraste de 3 pour 1. Alors bien évidemment, calculer ces ratios de contraste, ce n'est pas évident. Donc je vous propose deux outils, Color Contrast Shaker et également Color Oracle, qui lui est dédié pour le daltonisme. Et si vous utilisez pour votre design system Storybook ou Figma, vous avez également la possibilité de calculer vos ratios de contraste dessus. Alors parlons emoji. Souvent, on les retrouve un petit peu partout dans nos mails ou sur nos pages web. Ça donne un ton, ça humanise nos pages. Mais il faut faire vraiment attention. Premièrement, en termes d'inclusion, puisqu'il ne faut pas tomber dans l'écueil d'avoir qu'une seule gamme d'émojis. Et lorsqu'on est bien voyant et qu'on n'a pas de problème particulier de vue, déjà, ce n'est pas évident quand on a des émojis assez proches de faire la différence. Alors, si jamais vous avez n'importe quel problème de vue, alors là, ça devient rapidement impossible. Comme vous pouvez le voir ici, ça va être tout flou. Ce que je voulais également vous préciser, c'est qu'un même emoji, en fonction du lecteur d'écran, il ne va pas être traduit de la même manière. C'est-à-dire que dans l'audio que vous avez entendu, c'était symbole de carte cœur rouge. Mais si j'avais utilisé un autre outil, vous auriez pu entendre amour ou cœur rouge. Alors au mieux, ça donne des situations cocasses, mais en réalité, ça apporte énormément de confusion et ça apporte des mauvaises compréhensions pour vos utilisateurs et vos utilisatrices. Donc ma recommandation, c'est déjà de les mettre en début ou en fin de phrase. Ça évitera que ça coupe au milieu et aussi de faire attention au fait que l'information ne soit pas uniquement transmise par les emojis et que ce soit accompagné par d'autres biais. Et le ratio de contraste, c'est important pour tout le monde parce que lorsqu'on est dans des environnements qui vont être très lumineux, par exemple en extérieur, ça va apporter de la lisibilité. Alors je vous ai parlé de design, mais passons maintenant à l'étape où on écrit nos tickets. On construit nos premières user stories. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un formulaire parce que je trouvais ça intéressant de vous proposer d'enrichir vos user stories au regard de l'accessibilité. Par exemple, ici, ça peut être intéressant de rajouter comment vous voulez que la navigation clavier se fasse. Alors bien évidemment, là, c'est un exemple qui est un petit peu simpliste. On imagine que c'est prénom, puis fonction. Mais lorsque vous allez avoir des formulaires qui vont être beaucoup plus complexes, là, ça va avoir tout son sens. Vous pouvez par exemple ajouter des annotations, dire voilà, moi j'aimerais que le formulaire il se remplisse de telle et telle manière. Alors ça va avoir le premier bénéfice que ça va correspondre aux besoins de votre utilisateur et vos utilisatrices par rapport à votre recueil de besoins.
Et ça va éviter tous les allers-retours avec les devs, les testeurs, etc. Vous aurez du coup plus rapidement le comportement souhaité. Et maintenant, passons au code. Alors, l'arme secrète, en termes d'accessibilité, en tout cas l'une des armes secrètes, c'est un HTML qui est bien structuré. Alors, le lecteur d'écran, il va jouer le rôle d'interface entre le navigateur web et vos utilisateurs et vos utilisatrices. Très concrètement, son rôle, il va être double. À partir du HTML, il va générer le DOM et également l'arbre d'accessibilité. Il va également fournir toutes les informations nécessaires aux API d'accessibilité système. Et votre lecteur d'écran, en fait, il va venir piocher dans ces deux éléments pour pouvoir retranscrire vocalement les informations à vos utilisateurs et vos utilisatrices. C'est-à-dire que le CSS, le JavaScript, on oublie. On va se baser sur le HTML. Alors pour celles et ceux qui sont curieux, vous pouvez visualiser l'arbre d'accessibilité dans les outils navigateurs. Dans la partie éléments, vous avez un onglet accessibilité, vous pouvez naviguer dedans. Alors je vous parle d'HTML bien structuré, mais du coup l'idéal c'est de se baser sur les balises sémantiques. Alors volontairement, dans l'audio que vous avez entendu, j'ai fait une qualité d'HTML qui était très très discutable. Et du coup, en fait, le lecteur d'écran ne savait pas si c'était un titre ou non. Vous étiez dans le cas où il y avait une div, et pour lui, sans CSS, même si vous, visuellement, après, vous l'avez vu, il ne pouvait pas l'identifier. Si j'avais mis une balise H1, là, ça aurait été beaucoup plus simple. Alors, je vous parle de balises HTML, mais savez-vous combien il en existe de types différents? Alors, la réponse A, une dizaine. La réponse B, moins de 50. La réponse C, autour de 70. Et la réponse D, plus d'une centaine. Alors, c'est à vous. Qui pense que la bonne réponse est la réponse A? S'il vous plaît, levez la main. La réponse B? La réponse C? Et la réponse D? Ok, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse D. En fait, aujourd'hui, il y en a environ 110. Je vous ai mis le lien si vous êtes curieux pour toutes les découvrir. Et en fait, ça va avoir le premier bénéfice qu'on va pouvoir venir piocher en fonction de notre besoin, les balises sémantiques qui sont pertinentes pour nous. Par exemple, si vous avez une adresse à mettre, il existe une balise adresse. Mais également une date avec un horaire, vous avez la balise time qui fonctionne avec l'attribut datetime, où vous allez pouvoir du coup renseigner ces informations. Et par exemple, pour les citations, ça va fonctionner en paire entre la balise blockquote et la balise cite. Et ça va vous permettre, du coup, de bien mettre en évidence vos citations. Je voulais également vous parler des images et des attributs alt ou alternatifs textuels. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la règle d'or, c'est le contexte, le contexte, le contexte, le contexte. En fonction de votre contexte et de vos utilisateurs, c'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre comme alternative textuelle. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple, décrire ce que vous voyez, ce qui est important pour lui, mais favoriser aussi les verbes d'action et éviter de rentrer trop dans le détail. Pas besoin de répéter photo de, on est sur une balise image. Et donc le contexte, pour l'illustrer, par exemple, si je vous regardez la photo sur le côté, dans certains cas, il va être plus pertinent de parler de la pagode, mais dans d'autres cas, du mont Fuji. Donc encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez en tête. Et puis dans certains cas, on a des images qui sont décoratives. Et là, c'est bien de le préciser pour le lecteur d'écran en mettant une balise, un attribut vide. Il existe aussi des attributs qui vont être universels dans les balises HTML. Et je voulais vous parler de l'attribut dire, c'est-à-dire qu'il va venir préciser dans quel sens on va lire le texte. Alors si vous avez des sites multilangues, comme par exemple c'est le cas de la BBC, ça peut être vraiment intéressant de préciser dans le sens de lecture. Ça va faciliter le travail des lecteurs d'écran. Il y a un autre attribut qui est le plus connu, je pense, en accessibilité, c'est ceux qui ont été mis en place en 2014, ce sont les attributs ARIA pour Accessible Rich Internet Application. Alors là, pour vous expliquer le fonctionnement de ces attributs, je vais revenir à l'arbre d'accessibilité. En fait, pour chaque objet de l'arbre va contenir 4 éléments. Donc on va avoir un nom, une description, un rôle et un état. Et là, le rôle des attributs ARIA, ça va venir contextualiser, décrire, affiner ce qu'on va pouvoir trouver dans nos balises HTML. Pour vous donner un exemple ici, c'est un exemple assez connu.
quand on va on va devoir rentrer un mot de passe, dans le cas d'une erreur, l'attribut ARIA va nous le préciser, donc c'est dans le contexte où j'ai une erreur, ARIA invalid true, je vais avoir mon aide, mon astuce, dans la balise qui porte l'ID password int. Donc c'est l'attribut ARIA described by. Et du coup, dans la div correspondante, je vais trouver mon aide. Donc il fallait que je tape au moins 6 caractères. Donc c'est vraiment le rôle des attributs. Mais en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les attributs ARIA, ça ne remplace pas un HTML qui va être bien structuré. En fait, il faut plutôt les voir comme la touche finale qui vient sublimer un plat. Vous savez, vous avez un bon plat de pâtes, vous mettez le petit basilic qui va faire toute la différence. Et les attributs ARIA, c'est le même esprit. C'est d'abord un HTML bien structuré, et ensuite on vient rajouter les attributs ARIA. Si vous vous posez des questions, il y a un guide sur le site du World Wide Consortium qui vous décrit comment et quand les utiliser. Il est vraiment chouette, il y a plein de cas, et c'est beaucoup plus facile de vous y référer en fonction de votre contexte. Alors aujourd'hui, lorsqu'on code, on n'est plus toujours tout seul. Et l'accessibilité, il y a vraiment rentré dans notre quotidien. Et on peut se poser la question de comment le regarder au regard de l'accessibilité. Alors, il y a eu une super conf ce matin sur le sujet. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande chaudement de le revoir en replay. Mais toujours est-il que le 25 octobre 2023, le CEO de GitHub Copilot se félicitait. Ça y est, nous avons atteint le palier du million d'utilisateurs et d'utilisatrices qui utilisent GitHub Copilot payant. Alors là, on voit bien que c'est rentré dans le quotidien des développeurs et des développeuses. Alors GitHub Copilot, comme ChatGPT, c'est un Large Language Model, qui est plus connu sous l'acronyme de LLM. C'est un programme d'intelligence artificielle qui va générer et qui va reconnaître et générer du texte, entre d'autres tâches, et il a été entraîné sur les repos publics qui sont publiés sur GitHub. Et là, si vous vous souvenez de ce que je vous disais en début de présentation, on peut se poser la question, puisque sur 96,8% des pages qui ont été testées, on a détecté au moins une erreur. Et du coup, qu'en est-il vraiment de la qualité du code proposé au regard de l'accessibilité ? Alors mon propos, c'est absolument pas de vous dire vous devez l'utiliser, vous ne devez pas l'utiliser, loin de moi, chacun fait comme il veut, chacun se sent libre à ce niveau-là. Mais en fait, je voulais vous pointer les limites de nos outils parce qu'on en utilise plein au quotidien et c'est bien d'avoir conscience à la fois de leurs limites mais également de leurs biais. Et du coup, ça permet de les utiliser en pleine conscience. Alors, tout au long de ma présentation, il y a quelque chose qui était un petit peu en filigrane et qui est vraiment très important pour moi. Dans l'équipe, on suit les pratiques d'Extreme Programming et du coup, la notion de feedback est vraiment centrale. Alors, des feedbacks, on en veut tout le temps, le plus possible, et en fait, finalement, on n'en a jamais assez. Et en termes d'accessibilité, c'est super important parce que au plus on va avoir à nouveau une grande diversité de feedback, mais à tous les stades de notre création de produits, discovery, design, delivery et test, au plus ça va être intéressant et au plus on va pouvoir faire évoluer nos applicatifs. Alors pour celles et ceux qui veulent se lancer, tout d'abord, je vous propose de faire un pas de côté. Parce que là, ce que je vous ai parlé, c'est si on commence un projet from scratch, mais dans la réalité, souvent, on a déjà des projets en route et on se pose la question, comment je peux commencer ? En faisant ce pas de côté, vous allez pouvoir déterminer tous les débuts de parcours de vos utilisateurs et de vos utilisatrices. Et ça va être d'excellents candidats pour commencer à travailler les questions d'accessibilité. Tout simplement parce que si votre première page n'est pas accessible, mais que toutes les autres le sont, en fait, qu'importe, la première, elle n'est pas accessible. Donc pour vos utilisateurs et vos utilisatrices, ça va être bloquant. Donc finalement, c'est vraiment d'excellents candidats pour commencer à travailler ces questions-là. Et je vous recommande également chaudement la lecture du livre de Laura Kalbach, Accessibility for Everyone, qui est plutôt centré sur la partie design. Vous avez également une formation en ligne qui est gratuite sur le site du W3C. Elle est en 14 heures. Ça vous permet du coup de mettre un premier pied dans les questions d'accessibilité. Et je vous recommande aussi 2 blogs, celui de Stéphanie Walter et la lutine du web. Alors, ils sont vraiment chouettes, c'est très bien vulgarisé. Vous retrouvez plein d'astuces et d'outils
Par exemple, l'outil sur le daltonisme dont je vous ai parlé, je l'ai découvert dans leur blog. Et pour conclure, j'aimerais rappeler que l'accessibilité du web, elle est nécessaire pour certains, mais elle est utile pour toutes et pour tous. J'espère qu'au travers de cette présentation, je vous ai donné des idées sur comment chaque métier peut intervenir sur ces questions-là. Parce que pour moi, en fait, on est tous responsables. Ce n'est pas une question de baronnie. On peut tous agir à notre niveau, faire attention, dire « Ah oui, tiens, j'ai testé un ticket, j'ai vu, on aurait peut-être pu faire mieux » ou quoi que ce soit. On est vraiment tous dans le même bateau. Et l'accessibilité du web, en fait, ça permet tout simplement de construire des meilleures expériences pour nos utilisateurs et nos utilisatrices. Et du coup, c'est vraiment quelque chose d'important pour tout le monde et pour tendre vers plus d'inclusion. Je vous remercie à tous et à tous. Je vous souhaite une très belle journée et merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions? On a 4 minutes. Ouais, ça marche. Bonjour. Bonjour. Merci pour la conférence. J'avais juste une question concernant votre retour sur les halts vides dans le cas d'images décoratives. Est-ce qu'on n'a pas un risque de se faire, de prendre une mauvaise note de la part de Google, qui juste parce que justement ça fait partie des SEO, du Search Engine Optimization, donc qui nous permet de remonter plus facilement dans les moteurs de recherche. Est-ce qu'en mettant justement des halts vides ou sans en mettre, on ne risque pas de perdre du référencement? Alors, je vais faire une réponse en 2 temps. Tout d'abord, pour moi, une image où on met une balise alt vide, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'elle est pertinente, même pour les utilisateurs et les utilisatrices en général. Parce que parfois, c'est un petit peu décoratif, et si ça n'apporte pas d'informations, on peut vraiment questionner cette pertinence-là. Donc ça, c'est le premier point. Après, en ce qui concerne le SEO, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous intégrez l'accessibilité, du coup, que vous allez avoir un HTML qui est bien structuré, vous aurez également une meilleure note, parce qu'en fait, ça se base sur les mêmes bases. Donc, en fait, du coup, c'est vertueux en ce sens-là. En fait, le fait vraiment de tendre vers un HTML bien structuré, de toute façon, ça va impacter positivement votre score. Merci. Voilà. Oui, effectivement. Oui, c'est important, oui, complètement. En fait, pour le lecteur d'écran, le fait qu'il y ait un alt vide, ça va vraiment être informatif pour lui. Il sait que c'est un acte qui est volontaire. Vous avez choisi de laisser l'attribut vide. Merci, effectivement, très bonne remarque. Je vous remercie. Oui, je vous en prie. Premièrement, je voulais vous remercier. En même temps, je vais compléter aussi ma réponse. Donc, voilà, en fait, il faut avoir un alt. Et du coup, en fait, les personnes, les problèmes de l'accessibilité, en fait, priment sur les notes de quoi que ce soit de SEO. Oui. Parce que là, en fait, on traite vraiment un sujet d'inclure des personnes, en fait. L'idée, c'est, en fait, l'handicap, c'est quoi? C'est, en fait, si on fait des escaliers, c'est un handicap pour les gens qui ne marchent pas. Mais une fois on met, en fait, pour qu'il arrive à monter, ce n'est plus un handicap. L'idée, c'est vraiment de donner à ces sites web, en fait, la possibilité à ces personnes, en fait, d'accéder à l'information, aussi de remplir des formulaires, d'acheter, de faire ce qu'ils veulent sur le web comme on le fait nous. D'une part, d'autre part, en fait, j'aime aussi dire en fait que l'accessibilité maintenant c'est une obligation. Donc au niveau des sites de l'État, en fait, ce n'est plus une option, mais plutôt c'est une obligation. Donc c'est très important en fait, et je vous remercie encore une fois en fait d'avoir mis la lumière dessus. Voilà. Merci. Pour préciser, en termes réglementaires, j'avais fait le choix de ne pas en parler dans la présentation, mais effectivement, en fait, entre 2005 et 2016, où il y avait eu un peu de texte fondateur, le premier, c'était du coup l'article 47 de la loi de 2005 qui obligeait tous les services de communication publique de l'État à du coup intégrer l'accessibilité. Et 2016, il ne s'était pas passé grand-chose. Mais en fait, en 2023, il y a eu des nouveaux textes. Et ça, c'est vraiment important.
Par exemple, la loi du 7 mars 2023, c'est une loi qui est structurante puisque ça va rendre obligatoire l'accessibilité du numérique. En tout cas, ça va l'étendre à une typologie d'entreprises beaucoup plus vaste, notamment la téléphonie, le secteur bancaire, le transport. Et en fait, la seule exception, ça va être les très petites entreprises, donc les entreprises qui vont avoir moins de 10 ETP et un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Alors j'ai aussi fait le choix de ne pas vous en parler parce que tous les textes sont pas encore sortis, on n'a pas tous les décrets, on n'a pas toutes les circulaires. Donc ça risque de bouger un petit peu encore cette année. Mais en tout cas, de mon point de vue, on va dans le bon sens. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vous en prie. Alors, j'ai pas testé. Je voudrais pas te dire bêtise parce que je l'ai pas testé. Mais je sais que, par exemple, l'attribut hidden, c'est un attribut qui est universel. Donc là, à partir du moment où vous mettez l'attribut hidden, fait que ça va être caché aussi pour le lecteur d'écran. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais creuser parce que ça pose beaucoup de questions, les emojis, les émoticônes. Voilà. Merci encore une fois à tous et à tous.